Bonjour et bienvenue à cette nouvelle classe de maître. Mon nom est Audrey Bonin, je suis directrice développement des affaires innovation chez Investissement Québec. Aujourd'hui, on a un programme chargé, on a un programme riche. J'espère que vous allez être aussi intéressés que moi par le contenu qu'on va vous présenter. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui, il est à l'entrepreneuriat québécois ce que ABBA est à la disco pop et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on parle de money, money, money. Avec nous, Stéphane Chevigny, président fondateur du groupe Intersan. Allô Stéphane, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accueilli. Également, on a avec nous Louis Ménard, conseiller d'affaires principal chez Investissement Québec pour la région de la Montérégie. Et petite nouveauté aujourd'hui, nous serons rejoints par François Vincent, vice-président Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, pour venir présenter les résultats d'une étude sur le retour sur investissement des projets en productivité des entreprises québécoises. Donc, ça aura lieu en deuxième portion de l'événement. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler les objectifs des classes de maître qu'Investissement Québec produit régulièrement. Donc, l'objectif est vraiment de vous informer, de vous partager différentes belles histoires qui se passent ici, chez nous au Québec, sur des sujets qui vous intéressent. Par conséquent, je vous encourage à répondre au sondage qui vous sera envoyé après la classe de maître, de sorte que nous puissions partager des sujets qui vous intéressent toujours et qui sont toujours pertinents pour vos besoins. Également, j'en profiterai pour vous encourager à ce moment-ci, peut-être de quitter le mode plein écran, de sorte que je vais pouvoir vous présenter la plateforme qui va vous permettre de poser une question à la fin de l'événement. Donc, à la droite de votre écran, vous allez voir, par ailleurs, je tiens à vous informer, vous pouvez quitter le mode plein écran, soit avec une icône sur l'écran ou encore avec la touche Échapper ou Escape. Donc, si vous avez déjà quitté le mode plein écran, à la droite, vous voyez la plateforme qui est séparée en deux onglets. Donc, il y a un onglet « Poser une question ». À tout moment, vous pouvez poser une question à l'un ou l'autre des experts. Les questions seront répondues en fin d'événement. Également, l'autre onglet, vous allez trouver le Slido, qui est un outil que nous allons utiliser dans les prochaines secondes. Donc, je vous invite à cliquer sur l'onglet Slido, où vous allez avoir la présentation d'une petite question test pour démarrer la plateforme. Donc, si vous avez quelques soucis que ce soit avec la plateforme Slido, vous allez trouver dans le bas de l'écran un onglet « Contacter l'assistance ». Donc, vous allez pouvoir avoir une aide technique pour pouvoir vous connecter à la plateforme Slido. Donc, normalement, une question test devrait apparaître dans les prochaines secondes. Je vous encourage à y répondre. Quel est votre carburant préféré pour démarrer la journée? Oh, le café, de l'eau. Donc, on a des gens qui sont sur l'option santé. Mais on voit que le café est vraiment le carburant préféré des gens. C'est d'ailleurs ce que j'ai pris ce matin pour être avec vous. Donc, on va passer à la question suivante qui nous amène sur le vif du sujet. Quel énoncé décrit le mieux votre situation par rapport à un projet d'amélioration de la productivité? Donc, on sait que nos entreprises sont en plein essor, en pleine effervescence. Donc, comment ça se passe? Nous avons un projet et on cherche du financement. Ah, on a des gens qui n'ont pas nécessairement de projet à court ou moyen terme. Je pense qu'avec le contenu que Stéphane va nous partager aujourd'hui, ça se pourrait que vous changiez d'idée. Vous avez un projet, mais le retour sur investissement n'est pas encore calculé. On va vous présenter des bons outils aujourd'hui puis des belles stratégies pour vous aligner là-dessus. Je profite peut-être du moment où on a une majorité de personnes pour dire « nous avons un projet et on cherche du financement » pour vous indiquer que vous pouvez contacter l'équipe d'Investissement Québec à l'aide des liens qui se trouvent là, sur la page. Encore une fois, si vous êtes en mode plein écran, vous ne verrez pas les liens, mais on a là, un petit lien qui dit informations supplémentaires. Vous allez pouvoir avoir des liens pour communiquer avec nous, soit sur le service à la clientèle, vous allez avoir le numéro direct. Également, les LinkedIn de mon collègue Louis et moi devraient être sur la plateforme, donc vous allez avoir accès à cette information-là. On va passer à la question suivante. On voit que le financement est quand même là, le sujet d'intérêt. Quel gain votre entreprise souhaite-t-elle obtenir grâce à un projet d'augmentation de la productivité? Ce qui est intéressant avec cette question-là, c'est que les gains vont changer en fonction du contexte économique. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait des gains de main-d'œuvre qu'on voulait aller chercher. Puis là, aujourd'hui, souvent, on va vouloir réduire le coût de production. On voit que c'est ça, réduire le coût de production, améliorer les marges. Donc, on doit venir se dégager
du bénéfice, là. Augmenter ma cadence de production. Je pense, Stéphane, quand on augmente la cadence, on va être souvent capable d'aller chercher des gains en termes de réduction de coûts. C'est souvent un objectif qu'on cherche à atteindre avec des cadences accélérées, de baisser nos coûts de production. Améliorer les marges. Bon, c'est vraiment les deux réponses qui reviennent, augmenter la capacité ou la cadence, réduire le coût de production. Donc, on est vraiment là, sur des objectifs là, qui, je pense, vous rejoignent aussi sur les projets qu'on va parler dans les prochaines minutes. Merci à tous pour votre participation à nos sondages. On va maintenant démarrer la première partie de la classe de maître avec l'entrevue avec Stéphane. Je vous rappelle que nous serons rejoints sur le plateau par François Vincent un petit peu plus tard. Et en dernière portion de l'événement, vous allez pouvoir poser vos questions. Vous pouvez les poser à tout moment et on va les adresser vers la fin de l'événement. Stéphane? Oui. Tous les Québécois connaissent Intersan, mais ne le savent pas. C'est quoi Intersan? Je suis assez d'accord. En fait, Intersan, on est un manufacturier de lithium pour chats. Et vous connaissez nos marques sous les noms de Odorlog en animalerie et Odor Buster dans les supermarchés. Donc, effectivement, peu de gens nous connaissent au nom d'Intersan, mais il faut savoir qu'Intersan est le deuxième plus gros fabricant de litière pour chats en Amérique du Nord et on exporte nos produits à travers 60 pays dans le monde. Spectaculaire. Puis, c'est vous le fondateur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça a commencé? Oui, je suis le fondateur. Ça a commencé par un projet à l'université avec mon professeur en marketing quand j'étais à l'ESG à l'UQAM. Et tout simplement, c'était un sujet que je devais trouver pour mon cours de marketing. Et j'avais choisi la litière parce que cette journée-là, quand j'ai commencé avant d'aller à l'université, je me suis rendu compte en nettoyant la litière, parce qu'on était en appartement, on avait 2 chats, que la litière ne faisait pas un bon travail. Ça sentait, c'était sale. Et j'ai lancé la blague à mon prof en arrivant au cours qu'on devrait améliorer la litière. Puis il m'a dit, bien, c'est ça, Stéphane, que tu vas faire. Donc, j'ai fait mes études en marketing sur le sujet de la litière. Et par la suite, Philippe Chapuis, pour le nommer, m'a encouragé à démarrer l'entreprise. Et aujourd'hui, on est où est-ce qu'on est? On est rendu une entreprise de classe mondiale qui est présente dans 60 pays avec des usines réparties au Canada et aux États-Unis. Mais ça n'a pas commencé comme ça. C'est quoi là, les premiers sacs que vous avez faits? Vous les remplissiez avec une pelle? Littéralement, oui. En fait, quand j'ai parti, les premières productions qu'on a faites, j'avais emprunté une voiture à grains d'un voisin. Moi, je viens de la campagne, je viens de Verchères. J'avais emprunté une voiture à grains d'un de mes voisins avec une vis et un tracteur. Et littéralement, j'ai ensaché main à la main chacun des premiers sacs de litière que j'ai vendus avec l'aide de mon père dehors avec une machine à coudre manuelle. C'était très artisanal. Puis, est-ce que vous vous souvenez de votre premier projet de productivité que vous avez fait? Le premier projet de productivité, c'est là que tout a déclenché, dans le fond, pour Intersan. C'était tout simplement que ça n'avait aucun sens de travailler à l'air libre dehors, à faire des sacs de litière, pas d'équipement. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, j'ai demandé à mon père de m'aider et on a trouvé des silos usagés avec un petit élévateur puis un ben pour mettre à l'intérieur d'une grange pour mettre une petite balance. Et rapidement, on s'est rendu compte que ce serait très avantageux de faire ça. Et cet équipement-là, je l'ai acheté. C'était un projet de 85 000 $. C'était en 92. Et on l'a installé dans la grange de mon grand-père, qui était libre à ce moment-là, que j'avais eu la permission d'utiliser. Et c'est comme ça qu'Intersan a commencé à faire un peu d'automatisation, mais très, très, très à bas niveau d'automatisation, je dirais. C'était quand même, pour nous, un gros gain en efficacité. Au lieu de prendre une journée pour faire quelques palettes de litière, bien là, on était capable de faire des rendements beaucoup plus élevés, d'ensacher presque un camion par jour, là. Donc, ce que je comprends, c'est que le retour sur investissement de ce petit investissement-là a été quand même assez rapide. Là, très rapide. Je ne me souviens pas exactement si c'est en 92, ça fait déjà 30 quelques années de ça, mais de mémoire, c'était moins d'1 an. Ah, quand même, ça, c'est une évidence à réaliser. Là. Oui, tout à fait. On pourrait penser, puis là, je me mets dans la position des gens à la maison. Vous vendiez, là, la matière première arrivait, était quasiment à toute fin pratique déjà vendue. C'est facile d'investir quand
On est dans un contexte où ça va super bien. Mais je pense que vous avez connu des années qui étaient peut-être un petit peu Ça n'a pas toujours été comme ça. moins facile, hein? C'était facile, oui, parce que, bon, quand on est arrivé, on était innovant, on avait une proposition de produit qui était très différente. La litière agglomérante, à l'époque, ça n'existait pas au Canada. On était pas mal les premiers à l'offrir. Mais tout de suite, vers les années, au milieu des années 90, on a senti qu'il y avait de la compétition qui arrivait de Toronto et qui offrait des produits à des performances semblables aux nôtres, mais à des prix beaucoup plus agressifs que nos prix. Et bon, on avait connu une belle croissance de 92 à 95, 96. Et rapidement, on s'est rendu compte, dans les années 96, 97, puis les états financiers parlaient par eux-mêmes, là, que ça n'allait pas bien du tout, là, qu'on perdait du terrain. J'ai perdu plusieurs de mes clients. Je n'étais pas compétitif. Je n'étais pas capable de supporter les prix de la compétition, tout simplement. Et à ce moment-là, les clients, il faut les entendre, ces signaux-là. Les clients me disaient, Stéphane, il faut que tu trouves des façons pour être plus compétitif, sinon on n'aura pas le choix de changer. Puis je les prenais pas au sérieux, comme j'aurais dû les prendre au sérieux à ce moment-là, parce que moi, quand je faisais mes chiffres, je trouvais que j'étais très compétitif. Bien, je regardais mes marges, j'étais pas si élevé. Mais rapidement, j'ai été obligé de me rendre à l'évidence qu'effectivement, les compétiteurs entraient dans nos marchés, récupéraient nos contrats, nous remplaçaient sur la tablette à des prix moindres. Et là, c'est là qu'on a eu le choc. Puis c'est là, moi, j'ai eu une grande, je dirais, décision à prendre de savoir est-ce que j'arrête ou je continue, parce que ça allait vraiment pas bien à ce moment-là. Et vous avez quand même fait le choix d'investir de façon massive dans vos équipements pour justement là, venir vous dégager des marges tout en réduisant votre coût de revient, c'est ce que je comprends. Oui, oui. Puis ça aussi, c'était pas évident parce que, bon, rapidement, je me suis... Bon, j'ai regardé un peu plus sérieusement ce que mes compétiteurs faisaient. Je suis mis par écrit les avantages qu'eux avaient par rapport à moi. Pour me rendre compte que je n'avais pas le choix de passer à une autre étape dans mon entreprise, mais contre toute attente, parce que personne ne supportait mon idée de continuer à réinvestir dans la litière à ce moment-là. On était déficitaire, c'était pas logique de réinvestir, et pourtant, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une bâtisse, j'avais besoin d'avoir accès à des wagons de chemin de fer directement, parce que notre matière première arrive par le train. Donc, je voulais baisser mes coûts d'opération, je voulais éviter le transbordement par camion pour être plus efficace. J'avais besoin d'acheter une bâtisse, j'avais besoin d'automatiser. Je voyais que c'est ce qui se faisait en Ontario. Ça sonne cher. Ça sonnait cher. C'était un gros projet dans les années... À la fin des années 90, on parlait d'un investissement de plus d'1 million de dollars. Et pour une compagnie qui perdait de l'argent, là, qui perdait beaucoup d'argent et perdait ses clients aussi. Fait que c'était quand même un risque à prendre, mais c'était un risque que je n'avais pas le choix. Ça passait ou ça cassait. Là. Il n'y avait pas d'option. Là. Puis, Louis, comment EQ Investissement Québec pourrait aider une entreprise qui a besoin de procéder à des investissements là, de cette nature-là, soit parce qu'elle doit se redresser ou parce que ça va bien puis il faut continuer à croître? Oui. Évidemment, on a des différents outils chez Investissement Québec, mais ce qui est vraiment important, puis ce qui vient tout de suite en tête, c'est l'importance d'une entreprise d'avoir vraiment une bonne planification stratégique. Là. Quand je rencontre un dirigeant d'entreprise et ses différents gestionnaires, on va parler de plusieurs projets d'investissement. On va parler autant de développement de marché, de projets de productivité, projets d'innovation. C'est important que l'ensemble de ces projets-là soient vraiment alignés avec le plan stratégique pour se donner une ligne directrice pour atteindre un objectif commun en équipe. Au niveau financement, dans le fond, en raison de sa mission de développement économique, Investissement Québec se distingue vraiment par sa patience et sa flexibilité. Comment on fait ça? En fait, c'est avec des amortissements plus longs. Dans le fond, on peut aller jusqu'à 15 ans, soit selon la durée de vie utile des équipements, et plus long terme que le marché. Ensuite, on se distingue également par une approche flexible avec des périodes moratoires, réduisant ainsi le stress financier de l'entrepreneur au début du projet pour mettre en place le projet et, dans le fond, atteindre les résultats avec le projet. Le financement chez Investissement Québec peut prendre différentes formes. Évidemment, on intervient en prêt direct, mais également garantie de prêt ou garantie de marge de crédit, en investissement également par capital action et finalement par différents programmes gouvernementaux. Actuellement, nous avons des programmes disponibles pour supporter les projets d'amélioration de la productivité pour les entreprises. Ce qu'il faut retenir, en fait, contactez-nous. On va trouver le financement vraiment le plus adapté à votre besoin
à vos ambitions et au moment où est-ce que vous en avez réellement besoin. Je trouve ça intéressant, Louis, ce que tu mentionnes. Puis ce que je comprends, c'est que on peut offrir des moratoires qui vont permettre de venir capitaliser un peu sur le retour sur investissement avant de commencer à rembourser le capital. C'est ce que je comprends? Absolument, absolument. Par ailleurs, je me permets à ce stade-ci de la classe de maître de vous informer que la thématique, si vous ne l'avez pas encore remarqué, c'est le retour sur investissement. Vous allez possiblement entendre l'acronyme anglais ROI, qui vient de Return on Investment, qui est utilisé là, fortement dans le langage courant. Donc, ça pourrait être utilisé là, de façon transversale avec nos invités. Stéphane, le risque que vous avez mentionné sur l'investissement que vous avez pris là, près des années 2000 a quand même été assez payant parce qu'aujourd'hui, le groupe est présent dans une soixantaine de pays que vous avez mentionnés. Vous avez été une des premières entreprises automatisées. Pourquoi automatiser dans un contexte où la main-d'œuvre n'était pas nécessairement un enjeu à l'époque? En fait, c'est une bonne question. La raison qu'on a automatisé, c'est simple. Nous, on avait beaucoup d'accidents de travail, des problèmes de tendinite à répétition, puisque c'est des mouvements répétitifs dans l'usine pour nos opérateurs. Et on voulait régler ce problème-là à la base. On voulait donner des meilleures conditions de travail à nos employés. Et on avait aussi des enjeux de qualité. On n'avait pas une qualité qui était constante à l'époque. Et on voulait vraiment percer à l'international, être un joueur dominant dans nos marchés locaux. Puis on voyait que l'automatisation nous permettait d'améliorer à la fois la qualité et la santé et sécurité. Et on avait aussi des enjeux de productivité. Oui, on ne manquait pas de travailleurs, mais on ne produisait pas assez. On n'était pas assez rapide pour produire. Et souvent, on manquait des opportunités d'affaires parce qu'on manquait de capacité. Fait qu'en ajoutant des robots, ça s'était fait, le projet des robots au début des années 2000, je pense que c'est en 2000 même, et en plein bug de l'an 2000, c'était un peu drôle d'ailleurs. Et mais en rajoutant des robots, ce que ça nous a permis, c'est de faire des gains de productivité, d'améliorer la qualité et d'éliminer beaucoup de problèmes de santé auprès de nos travailleurs. Fait qu'on a gagné sur les trois aspects. Là, j'entends qualité. J'entends qualité de vie, disons, pour les employés. Oui. J'entends productivité. Qu'en est-il des dollars? Bien, c'est une bonne question, ça aussi. On voyait... on avait un plan très clair au niveau développement des affaires. On savait où on voulait s'en aller. On voyait aussi qu'on avait un intérêt pour nos produits. Ce qu'on a fait à l'époque, c'est un plan stratégique qui était assez sommaire. Prenez-moi au mot. Le mot stratégique n'était pas si stratégique que ça, mais il y avait un plan parce que j'avais des objectifs très précis de ce que je voulais atteindre en termes de performance. Et j'étais en mesure de calculer, évidemment, avec les manufacturiers qui nous vendaient l'équipement, on était en mesure de calculer les gains au niveau de la productivité qu'on était pour faire avec nos équipements. Et rapidement, on voyait qu'il y avait un retour intéressant. C'était quand même un gros investissement, les robots, à l'époque, dans les années 2000. On était dans des projets de retour sur investissement à plus longue portée. Mais on voyait que sur 3 ou 4 ans, c'était viable. Puis en réalité, ça s'est fait plus sur à peu près 24 à 30 mois, notre retour sur investissement, parce qu'on était un petit peu mieux que ce qu'on avait prévu dans nos chiffres. Puis, est-ce que vous utilisez toujours ces robots-là? Non, malheureusement, c'est un peu drôle ça aussi. Je pensais bien quand j'ai installé les robots que je prendrais ma retraite avant les robots, mais malheureusement, c'est l'inverse qui s'est produit. Aujourd'hui, les robots ont été mis à la retraite. Et mais si vous voyez, je pense qu'on peut montrer aux gens des photos. La photo de gauche que vous voyez à l'écran, c'est la nouvelle ligne qui remplace les anciens robots qui avaient été mis en fonction en 2000. Cette ligne-là a été inaugurée l'année dernière, en 2024. C'est un projet quand même ambitieux d'avoir renouvelé toute la production d'une partie de l'usine de Boucherville. Et si vous regardez dans la photo de droite, ça vous donne une idée un peu aussi d'une de nos usines, qui est celle au Colorado, près de Denver, où on est très, très automatisé. Donc, oui, des projets d'automatisation, c'est intéressant, mais ça a aussi une vie utile. Puis les technologies ont tellement évolué qu'à un moment donné, on s'est dit, parce que ça marchait encore à Boucherville, nos vieux robots marchaient encore, mais on n'avait plus les gains de productivité qu'on souhaitait, puis on n'avait plus la fiabilité qu'on souhaitait. Et fiabilité, service à clientèle, vitesse d'exécution, qualité des produits. Donc, on a décidé à un moment donné, au début de 2024, de remplacer cette ligne-là, de la moderniser comme dans l'ensemble de nos usines. Je me permets un petit éditorial là, à ce moment-là. On parle de produits de litière, c'est quand même poussiéreux. Puis moi, ce que je remarque, c'est sur les photos, là, je ne sais pas si on les voit encore à l'écran, mais c'est super propre. Donc, la philosophie que une usine, c'est sale, c'est poussiéreux,
ça ne fonctionne pas du tout avec vos installations. C'est magnifique. Bravo. Mais, si je peux me permettre, on est dans l'automatisation en fin de pointe. On ne peut pas vivre dans un environnement qui serait poussiéreux avec des automates, avec des capteurs. Il faut que les usines soient propres pour que ça fonctionne bien. Ça, on l'a compris très rapidement au début. Et on a mis en place des mesures pour s'assurer que nos usines restent propres en tout temps. Et ça fait une différence au niveau de l'automatisation aussi. Et aussi au niveau de la santé de nos employés, là. C'est ça, je m'en allais dire. Non seulement c'est bon pour les robots, mais aussi c'est bon pour les gens qui y travaillent. Louis, Stéphane a parlé de vraiment beaucoup de choses qui ont stimulé, disons, son investissement. C'est quoi les éléments qu'on peut prendre en considération pour maximiser le retour sur un investissement? Effectivement, il y a plusieurs éléments tangibles et intangibles à prendre en compte, là, dans le fond, pour aller de l'avant, avant d'aller de l'avant avec un projet d'investissement de productivité. Je vais vous en nommer quelques-uns. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, mais je me lance au niveau coût de main-d'œuvre. Bien souvent, avec un projet de productivité, on va aller chercher de l'efficience au niveau coût de main-d'œuvre, mais il faut le voir un petit peu plus loin également, au niveau vraiment de la valorisation de la tâche. En automatisant certains processus, on vient éliminer certaines tâches manuelles et répétitives, contribuant ici à augmenter l'expérience employée. L'autre point important, c'est tout le niveau de la productivité interne, avec des processus optimisés, avec une meilleure utilisation des intrants, une baisse des coûts d'énergie, une réduction également des coûts d'entretien avec une machinerie plus moderne. Les coûts de maintenance préventive sont réduits. Ça vous amène là, une position avantageuse là, par rapport à vos compétiteurs. Puis bien souvent, vous dégage une capacité de production excédentaire vous permettant de capter des opportunités de marché. L'autre élément serait l'expérience au niveau des clients. Bien, si on a une expérience optimale avec vous, c'est gagnant. J'ai 2 exemples qui me viennent en tête, des délais de livraison plus courts, mais également un niveau de qualité qui est rehaussé. Je ne peux pas ne pas parler de la capacité d'innovation. Dans le fond, sans amélioration, là, l'entreprise risque de manquer des opportunités de marché. Et finalement, tout l'aspect marge et rentabilité, si vous augmentez vraiment votre compétitivité, votre productivité, ça va augmenter votre capacité de desservir de façon rentable des clients existants, mais également de nouveaux segments de marché. Comme Stéphane l'a mentionné, comme également plusieurs entrepreneurs que je côtoie me le disent là, lors des rencontres, oui, il y a un aspect financier, dans le fond, dans le calcul du retour sur investissement, mais au-delà de l'aspect financier, il faut regarder là, l'impact global que le projet va avoir sur votre entreprise. C'est pourquoi ce qui est une bonne pratique, c'est de discuter en amont avec vos différents partenaires, dont les partenaires financiers, dont Investissement Québec, de vos projets. À ce moment-là, quand vous êtes prêt à passer à l'action, vous avez déjà en main un montage financier optimal. Merci, Louis. Puis je reviens là, sur la capacité d'innovation que tu as mentionnée parce que Intersan, vous avez vraiment là, une culture d'innovation très, très forte. Des nouveaux produits, je pense à Odorlock qui a fait, je pense, votre nom sur le marché. Je pense à Blue Care aussi qui est entré sur le marché de façon assez récente. Qu'est-ce qui différencie un investissement en productivité d'un investissement en R&D, en recherche et développement? En termes à la base, ça devrait être à peu près les mêmes mécanismes. Mais je rajouterais, quand on fait de l'innovation, il faut avoir la foi. Il faut avoir le mindset de croire qu'on est vraiment capable de faire de l'innovation. Et souvent, il ne faut pas juste y croire. Il faut pousser un petit peu plus loin parce qu'il y a des enjeux qui ne sont pas toujours aussi matériels ou faciles à mesurer quand on fait de l'innovation que quand on regarde un tableau Excel. Ceci étant dit, c'est à peu près le même principe. Il faut voir ce qu'on veut s'en aller avec notre plan stratégique. Et par la suite, il faut structurer notre projet. Nous, chez nous, on a un bureau de projet qui suit les projets innovants. Et évidemment, j'ai aussi une équipe en laboratoire qui travaille à l'innovation, et pas juste dans le laboratoire, mais c'est un peu tout partout dans l'organisation qu'on fait de l'innovation. Mais dans tous les cas, on essaie de chiffrer les coûts des projets, on essaie de structurer nos projets avec des échéanciers de la même façon qu'on ferait un projet d'agrandissement d'une usine ou d'un nouvel équipement. Et on se donne des mindsets, pas des mindsets, mais des mesures assez précises de ce qu'on cherche à obtenir à chaque mois par rapport à l'avancement de nos projets pour s'assurer qu'on garde le cap. Puis là, il y a quand même un niveau de risque peut-être plus élevé dans la recherche et développement, dans l'innovation, que dans l'acquisition, par exemple, d'équipements qui sont déjà commerciaux. Louis,
j'entends je les entends pas pour vrai, là, mais j'entends les entreprises dire, tu sais, il y a un risque, y a-tu de l'argent pour ça? On est-tu capable de faire financer ça, des projets de R&D, là? Ouais. Bien, c'est vrai, en fait, que financer un projet de R&D, c'est un défi. Des fois, ça peut être un petit peu plus, entre guillemets, compliqué. Heureusement, au Québec, on a plusieurs programmes et initiatives conçus justement pour ça, dont l'initiative Grand V d'Investissement Québec, qui a été lancée il y a un an, presque jour pour jour. L'initiative Grand V, c'est quoi? Bien, ça vise à stimuler les investissements et accélérer le virage vers l'innovation et la productivité afin de propulser la croissance des entreprises. Et bonne nouvelle, les activités de R&D sont admissibles dans Grand V, tout comme les investissements en productivité et en innovation vraiment dans le sens large. Grand V, c'est quoi en fait? C'est du financement avec une approche flexible, donc permettant des moratoires sur le capital jusqu'à 48 mois, permettant de protéger vraiment le fonds de roulement de l'entreprise. En plus des services financiers, Grand V inclut également de l'accompagnement technologique. Nous avons une équipe d'experts en innovation chez Investissement Québec qui ont la possibilité de vous accompagner pour faire le choix des bons équipements, de la bonne technologie. Ceci, dans le fond, permet de dérisquer un projet. Donc, quand vient le temps de le financer, on sait que les risques ont été considérés et mitigés. Parce que calculer le retour sur investissement, c'est aussi s'assurer que la technologie va livrer ce qu'on a anticipé. Merci, Louis. Puis juste pour les gens à la maison, je veux juste vous rappeler que vous avez accès à l'information qui se trouvait sur la diapositive que vous avez vue dans la section « Liens utiles ». Vous allez avoir le lien vers notre microsite grandv.ca. Vous allez pouvoir trouver toute l'information disponible, également les liens pour nous contacter, numéro de téléphone et adresse courriel. Donc, n'hésitez pas à obtenir plus de renseignements sur le duo Grand V directement sur notre site. On parle de retour sur investissement, on parle d'argent. Stéphane, c'est quoi un bon retour sur investissement? Ça dépend de la taille du projet. Un petit projet, 50 000 25 000 on va s'attendre à des retours sur investissement très, très rapides. Alors qu'un gros projet, comme les photos que vous avez vues à l'écran, des lignes de production automatisées, on va viser des 30, 35, 36 mois peut-être de retour sur investissement. Ça va influencer directement le retour sur investissement, la nature de la grandeur du projet, c'est sûr et certain. J'aime ça, ce que j'entends, Stéphane. Donc, on va estimer le retour sur investissement. On va espérer un retour sur investissement en fonction de l'envergure de ce qu'on va investir. Mais qu'est-ce qui arrive si c'est plus long que 36 mois? Bien, ça arrive. Ça arrive des fois que c'est plus long que 36 mois, malheureusement. Dans ce cas-là, ça va dépendre un peu de la position de l'entreprise, mais généralement, si on dépasse un peu, puis ça prend 7-8 mois, un an de plus, pour bien des entreprises, en tout cas, dans le cas d'Intersan, ce n'est pas la fin du monde. Parce que, bon, on est une entreprise privée, je suis actionnaire unique, je n'ai pas la pression de la bourse ou des marchés externes avec moi. Donc, souvent, je regarde les projets beaucoup plus à long terme en me disant, bon, j'amène quand même, puisqu'on a parlé tantôt, il y a des avantages qui ne sont pas nécessairement monétaires. On parle de la qualité, on parle de la santé et sécurité de nos travailleurs. Souvent, ces projets-là ont ces bénéfices-là et c'est immédiat. Et ça, déjà, on gagne. Fait qu'au niveau de la rétention du personnel, au niveau de la rétention des clients, on fait des gains qu'on n'est pas toujours capable de mesurer instantanément dans le délai qu'on l'aurait souhaité, mais qui vont quand même nous faire des gains à long terme. Fait que souvent, ça dépasse un peu, c'est pas la fin du monde pour moi. Bien, j'aime ça ce que j'entends, puis félicitations à Intersan de prendre des actions dans ce sens-là. Louis, est-ce que c'est ce que tu entends aussi en général dans le marché? Ouais. C'est une question qui est dure à répondre précisément, mais je vais me mouiller quand même un petit peu. Je t'invite. Dans le fond, moi, ce que j'entends, grosso modo, là, un bon projet, si on a un retour sur investissement en bas d'un an, c'est une évidence. Là. On doit aller de l'avant, mais c'est pour une minorité de projets. Ce que je vais voir davantage, c'est des retours sur investissement qui vont varier entre 2 ans et 3 ans et demi. De là, l'importance d'avoir des bons partenaires financiers, par exemple avec Investissement Québec, où est-ce qu'on laisse le temps à l'entreprise de respirer avant d'avoir vraiment ces gains qui vont être découlés du projet. Parce qu'on le sait, hein, le ROI, le retour, bon, on l'a dit, ROI, le retour sur investissement peut vraiment varier d'une entreprise à l'autre ou d'un projet à l'autre.
Si le retour sur investissement s'atteint en seulement 4 ans, par exemple, est-ce que ça veut dire de ne pas aller de l'avant? La réponse courte, c'est non. Il faut regarder, là, c'est quoi le coût de ne pas faire le projet? Est-ce que ça pourrait réduire votre compétitivité par rapport à votre environnement concurrentiel? Ou bien est-ce que ça pourrait vous limiter en termes d'opportunités pour développer des nouveaux marchés? Donc, c'est tous des éléments à tenir en compte, puis ça doit être aussi aligné avec les orientations stratégiques de l'entreprise. Encore une fois, en discuter en amont avec ses différents partenaires financiers, ça reste une bonne pratique d'affaires. Ce que j'entends, Louis, le coût de ne pas le faire, puis je me permets de revenir là, sur l'histoire que vous nous avez racontée précédemment, Stéphane. Si vous n'aviez pas plongé dans les années 2000 avec le gros investissement, le coût de ne pas le faire aurait peut-être été la perte d'Intersan. On ne serait plus là. Ça, c'est clair, on ne serait plus là. Puis je veux juste revenir sur la question précédente, Louis. Il y a quelque chose qui me vient en tête là, qu'on oublie souvent, c'est quand on fait nos calculs avec nos retours sur investissement, la plupart du temps, on se fie sur des données qui viennent des manufacturiers d'équipements. Et mon conseil, je vais vous en donner un aujourd'hui, là, fiez-vous pas sur les données des manufacturiers d'équipements. Mettez-vous une petite marge de manœuvre de prévoir que ça peut être un peu moins performant que ce qui est annoncé sur le pamphlet ou sur le site web du manufacturier. Et comme ça, vous ne serez pas déçus parce que souvent, bon, c'est des conditions optimales. Et quand on arrive dans l'usine, mais surtout au démarrage, on n'est pas capable d'atteindre les séquences de perte de productivité qui sont annoncées par le manufacturier. Parce que garder une petite marge de manœuvre de 15-20 si ça passe, on est sûr que ça va bien aller. On n'aura pas de souci. Je pense que c'est un bon conseil à prendre en main. C'est un excellent conseil que je pense tous les entrepreneurs qui nous écoutent vont considérer. Mais je me permets une question peut-être indiscrète. Je pense que vous avez déjà fait des projets où vous avez été un peu trop conservateur dans votre calcul. Est-ce que vous voulez nous en parler? Oui, tous les projets en Québec, on a une équipe d'ingénieurs chez nous qui s'occupe de ces projets-là à temps plein. Et ils ont tendance à être très conservateurs dans leur approche et d'appliquer un peu le conseil que je viens de vous présenter, de se garder une petite marge de manœuvre. Et dans le cas de la ligne 10 qu'on a vu tantôt à l'écran, la nouvelle ligne qui était installée à Boucherville, on a été pris par surprise de constater que non seulement la ligne surperformait par rapport à nos propres chiffres, par rapport aux données du manufacturier, mais on a dépassé ces données-là. Fait qu'on s'est retrouvé avec une ligne tellement performante que l'impression des employés dans l'usine, c'est qu'on manquait d'ouvrage, alors que notre carnet de commandes était au même niveau qu'à l'habitude, mais qu'on produisait tellement plus rapidement qu'avant que les gens avaient l'impression qu'ils ne travaillaient plus dans l'usine. Fait que c'est un peu drôle comme situation, mais ça arrive. Et c'est rare, mais ça m'est arrivé, oui, une fois. Bien, c'est une très belle histoire, Stéphane. Puis ça, je veux dire, je tire la conclusion que ça vous a dégagé quand même beaucoup d'espace de production pour aller chercher peut-être de nouvelles capacités, des nouveaux clients, des nouvelles commandes. Tout à fait. Bien oui, tout à fait. Ça nous a donné, dans ce cas-là, plus que 20 de capacité additionnelle qu'on n'avait pas prévue dans l'usine. C'était exceptionnel. Mais ça nous a donné aussi plus de temps à faire nos maintenances préventives dans l'usine parce que, bon, on avait un agenda qui était un peu plus flexible. Extraordinaire. Donc, encore une fois, des gains intangibles, Louis, si je me permets. Oui, absolument. Absolument. Des gains tangibles au-delà du dollar. Ça peut être un niveau de qualité accru, également un impact positif là, au niveau de la main-d'œuvre. Stéphane, je me permets là, quelques questions en rafale avant d'accueillir François sur le plateau pour présenter l'étude. Est-ce qu'on planifie un gros projet de la même façon qu'on planifie un petit projet? J'aurais tendance à dire oui. Peut-être pas avec les mêmes efforts, mais oui, on a la même grille, nous, chez nous, pour un gros ou un petit projet. C'est juste le nombre de personnes impliquées va changer. Est-ce que, là, vous avez connu la portion start-up, vous avez connu l'entreprise en démarrage, vous connaissez maintenant l'entreprise mature. Est-ce qu'une start-up va planifier ses projets de la même façon qu'une entreprise mature? Malheureusement, je pense que la réponse est non. Dans la vraie vie, ça devrait être un peu la même chose. Je pense que c'est important de toujours se baser sur avoir un bon plan stratégique, de bien comprendre les objectifs qu'on vise à atteindre et ça n'a pas besoin d'être hyper évolué comme document, mais vous avez besoin de déposer vos idées sur un document. Ça peut tenir sur une page, mais de le mettre par écrit, ça nous force à réfléchir et à s'assurer qu'on fait les bonnes choses. Puis, avant d'accueillir François sur le plateau, j'aimerais ça, si vous avez un message à livrer aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est quoi la chose que les participants devraient retenir aujourd'hui sur les projets, le retour sur investissement, l'amélioration?
Bien, pour moi, chez Intersan, les projets d'investissement, c'est des projets qui sont mobilisants et structurants pour l'organisation. L'effet que ça a sur les employés, c'est dynamisant, c'est vraiment un effet de fierté. Les gens sont contents quand on fait des projets dans les usines. Et ça nous permet aussi de mieux se positionner par rapport à notre concurrence et de garder notre avantage concurrentiel en tout temps. Donc, je vous dirais, quand vous pensez à ROI, pensez pas seulement en termes de dollars, mais pensez aussi aux effets positifs que ça va générer dans votre usine, auprès de votre clientèle aussi, qui vont voir que vous investissez pour eux. Merci beaucoup, Stéphane. Vous restez avec nous pour la période de questions. On va maintenant accueillir sur le plateau François Vincent, vice-président Québec à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, pour nous présenter l'étude qui vient tout juste de paraître. Vous avez d'ailleurs peut-être vu certaines lignes dans les journaux dans les semaines précédentes. Bonjour François, merci d'être avec nous ce matin. Merci de l'invitation, ça me fait vraiment plaisir. On va présenter la diapositive bientôt. Je suis vraiment content d'être ici, présenter l'étude qu'on a faite en collaboration avec Investissement Québec. C'est une étude unique avec des données qu'il n'y avait pas sur des projets d'automatisation, sur l'impact que ça a sur les petites entreprises. Juste pour donner un ordre de grandeur, c'est 600 entreprises, petites, moyennes et grandes, qui ont participé à ce sondage. Puis 353 ont fait des projets d'automatisation. Puis ainsi, on est capable vraiment de voir qu'est-ce que ça a changé pour eux, puis d'avoir des données uniques. Peut-être, je ne me suis pas présenté avant, vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. On est le plus gros regroupement de PME au pays. Une des choses qu'on fait, c'est faire des études. Très fier de celle-ci. Oh, j'ai pesé sur le mauvais bouton. Je reviens en arrière. Très fier de celle-ci, puis je veux vous parler de la genèse avant. C'est la troisième étude que je fais sur l'automatisation. En 2021, on en avait fait une sur la pénurie de main-d'œuvre. Vous vous rappelez sûrement, dirigeants d'entreprise, comment il y avait des postes vacants en 2021 puis 2022. C'était du jamais vu dans l'économie du Québec. Je porte votre attention sur le tableau qui est à ma droite. En haut à droite, il y avait 33 des PME qui avaient fait des projets d'automatisation pour répondre à la réalité de la pénurie de main-d'œuvre avec un taux d'efficacité de 81 Ça nous a allumé vraiment beaucoup parce que toutes les autres solutions n'étaient pas aussi efficaces que l'automatisation. Puis ensuite, on s'est penché sur cette question-là, puis on a fait une autre étude spécifique au Québec avec mon collègue Al-Shad en 2023 sur les projets d'automatisation au Québec. Encore une fois, on voyait qu'à ce moment-là, c'était la pénurie de main-d'œuvre qui poussait les entreprises à entreprendre des projets d'automatisation. On voyait que les entreprises québécoises étaient en avance avec les entreprises canadiennes sur des projets d'automatisation, puis les secteurs d'activité économique qui vivaient plus fortement la pénurie de main-d'œuvre également, sauf la construction et le commerce de détail. Mais ça, cette figure-là m'avait vraiment frappé. On pourrait mettre un miroir dans le milieu, puis ça serait vraiment... j'ai perdu mes mots. Plus l'entreprise est petite, moins elle voit l'automatisation comme étant possible au sein de son modèle d'affaires. Mais ça a été vraiment un game changer parce qu'en gros, l'économie du Québec, c'est une économie de petites entreprises. Et 95 des entreprises ont moins de 50 employés, puis la moitié ont moins de 5 employés. Donc, si on se retrouve avec une situation comme ça, bien, c'est notre économie qui peut avoir un impact négatif. Puis c'est pour ça qu'on est arrivé avec le projet de recherche avec Investissement Québec, c'est-à-dire d'aller chercher les entreprises qui avaient fait de l'automatisation pour dire aux autres qu'est-ce que ça avait changé pour eux. On a eu un message quand même assez extraordinaire de Stéphane aujourd'hui, qui s'est retrouvé devant une situation où il fallait qu'il fasse de l'automatisation, mais il y a plein d'entreprises qui peuvent le faire, puis il n'y a aucun entrepreneur qui va dire qu'il ne veut pas augmenter sa productivité. C'est sa raison d'être. Maintenant, comment on est capable de le faire, puis comment on peut le faire sans arriver avant d'être devant un dead end. Chose intéressante, les motivations pour l'automatisation ont changé. Avant, c'était la pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, c'est accroître la productivité, accroître la rentabilité de l'entreprise. J'aimerais ça, François, je m'excuse de vous interrompre. Ce qu'on voit ici dans ce graphique-là, c'est exactement ce qu'on a vu dans les réponses live que les personnes ont répondu. Augmenter la capacité de production, augmenter les marges. Fait que ça parle.
Ça parle vraiment beaucoup. Puis c'est bien aussi de voir que le mindset est là, que ce n'est pas nécessairement parce que je perds un employé que je vais vouloir le faire, mais pouvoir améliorer notre productivité. Puis j'ai dit ça dans la conférence à Robotique il y a 2 jours. Le Québec, on n'est pas dans un d'ombre qui éclaire à des milles à la ronde, là. Les autres provinces, les autres juridictions aussi investissent en automatisation, puis il faut entreprendre ce virage. Vous voyez qu'on a fait la distinction entre manufacturier et autres secteurs d'activité économique parce que la réalité est un petit peu différente aussi au niveau du secteur manufacturier. Ici, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette diapo? C'est que l'automatisation n'est pas juste des bras robots de la production industrielle. Oui, pour le secteur manufacturier, ça c'est important. Maintenant, pour les autres secteurs d'activité économique, il est possible de faire de l'automatisation sans nécessairement avoir un robot. Dans l'étude, il y a une entreprise dans le service personnel. Elle a beaucoup automatisé tout ce qui est gestion de courriel, gestion de relations avec la clientèle. Puis elle, dans le fond, elle était capable de dégager du temps pour son personnel affecté à d'autres tâches. Donc, toutes les entreprises, peu importe le secteur d'activité économique, peuvent faire de l'automatisation. Maintenant, budget d'opération. Est-ce que c'est si grand que ça? On le voit que non. Pour le manufacturier, maintenant, oui, il y a 2 entreprises sur 5 qui vont dépenser entre 5 et 15 de leur budget. Maintenant, les investissements peuvent être plus importants. Pour les autres secteurs, c'est presque la moitié, c'est des investissements de moins de 5 Maintenant, qu'est-ce qu'a été le coût d'automatisation? Ici, c'est la médiane. Pourquoi on a utilisé la médiane? Parce qu'on voulait éliminer les extrêmes. Quand on regarde ce tableau-là, on peut être pris du vertige en disant « Ah, bien, les petites entreprises, ils sont vraiment désavantagés par rapport aux grandes. » Parce que vous voyez, bon, les entreprises de moins de 5 employés, ça va être 20 000 d'investissement comparativement à la grande entreprise qui est 2,7 millions. Oui, mais non, parce que si on divise par rapport au nombre d'employés, c'est des investissements qui sont similaires et qui sont possibles d'être faits, peu importe la grandeur de l'entreprise. J'apporte une précision ici. Les investissements du secteur manufacturier sont beaucoup plus importants. On parle de 10 fois plus important. La médiane pour l'investissement des entreprises des autres secteurs, c'est 54 000 $ Pour l'industrie manufacturière, c'est 500 000 $ Autre information assez intéressante, les entreprises autofinancent à 80 % leur projet d'automatisation. Maintenant, le ROI, on le retrouve où ici? Pour 62 % des entreprises, tous secteurs confondus, vont rentabiliser leur investissement en 3 ans. Donc, peu importe le montant qui va être investi, il y en a 3 sur 5 qui vont le retrouver en 3 ans, puis ils vont l'avoir autofinancé à 80 % Pour les micro-entreprises, c'est une rentabilisation en dedans de 1 an pour la moitié d'entre elles. Donc, l'automatisation est disponible et accessible pour toutes les entreprises. Maintenant, excusez-moi l'anglicisme, what's in it for me comme dirigeant d'entreprise? L'impact sur la productivité. On a demandé aux dirigeants d'entreprise qui avaient fait des projets d'automatisation quelles étaient l'augmentation de la productivité perçue par elles. La moyenne pour l'ensemble des secteurs d'activité économique, c'est une augmentation observée de la productivité de 17 15 % pour l'industrie manufacturière, 20 % pour l'ensemble des secteurs. Puis comme Stéphane l'a dit même avant, des fois, il y a des impacts qui sont intangibles ou qu'on ne va pas le voir. Amélioration de la santé et sécurité au travail, maintien des employés, meilleure relation avec la clientèle. Donc ici, on voit clairement l'impact positif des entreprises qui ont fait des projets d'automatisation. Merci. Merci beaucoup, François, de nous avoir présenté l'étude. J'entends qu'il y a quand même une proportion importante des entreprises qui vont autofinancer leurs projets. Par contre, je pense qu'il y a quand même un intérêt quand on a des projets d'une envergure peut-être un petit peu plus grande d'aller chercher des plans de financement qui vont offrir une certaine flexibilité dans le remboursement. On a quand même là, dans les investissements un petit peu plus grands un retour sur investissement qui est peut-être un petit peu plus long. Donc, de venir aller chercher des moratoires là, va peut-être pouvoir dégager un peu d'air là, pour pardon l'anglicisme, le cash flow de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qu'on avait dans l'étude puis que je ne l'ai pas mentionné, mais il y a peu d'entreprises qui vont aller chercher des conseils. Maintenant,
Investissement Québec, c'est un joyau qu'on a au Québec. Toutes les entreprises qui pensent vouloir faire un projet d'investissement ou d'automatisation devraient avoir le réflexe d'aller vers vous. Bien, très bon point, François. Puis il y a des représentants là, dans toutes les régions. Donc, n'hésitez pas là, à communiquer avec le représentant local. Les numéros de téléphone vont être affichés à l'écran. Donc, ça va être facile pour vous de pouvoir communiquer avec vos conseillers d'Investissement Québec. On va passer maintenant à la période de questions. François, Louis, Stéphane, vous restez avec moi parce qu'on a des questions qui ont continué de rentrer pendant l'événement. J'en ai vraiment beaucoup qui sont super intéressantes. Je vais commencer avec, en période d'incertitude, on connaît le contexte économique, on a peut-être une petite crainte. Est-ce que c'est préférable d'attendre que le marché se repositionne ou c'est toujours un bon moment pour investir? Question ouverte. Moi, je dirais qu'il ne faut pas attendre. Puis dans les 5 dernières années, on a été dans une montagne russe. Puis je ne sais pas comment les entrepreneurs ont fait avec ces chocs puis ces imprévisibilités qu'ils ont eues. Maintenant, si l'entreprise ne le fait pas, bien, ses compétiteurs peuvent le faire. Puis une chose que je n'ai pas dit, puis peut-être faire attention aux entreprises, là, l'automatisation, là, ça crée une dépendance. Parce que celles qui l'ont fait dans le sondage, c'est celles qui disent qu'ils sont déjà en train de voir d'autres projets qu'ils peuvent mettre en place au sein de leur entreprise. Donc, c'est comme les chips. Une fois qu'on commence, on n'arrête plus. Moi, j'aurais tendance à dire que si vous hésitez à le faire, pensez que vos compétiteurs n'hésiteront peut-être pas de le faire. Fait que, oui, on est dans une incertitude, dans un marché qui est moins évident présentement. On est plus inquiet. Mais la réalité, c'est que cette nouvelle réalité-là va nous accompagner pendant encore plusieurs années possiblement. Et qu'il y a des gens tous les jours qui se posent les mêmes questions que vous, puis ils se disent, bon, comment je peux faire pour m'améliorer dans mon entreprise? Et qui vont le faire, cet investissement-là. Donc, vous n'avez pas vraiment le choix. Si vous voyez des projets qui sont structurants pour votre entreprise, qui vous apportent un retour sur investissement qui est adéquat pour votre niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, faites-le. Faites-le, ça va juste vous aider à mieux vous positionner pour la reprise. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça fait écho, ce que vous dites, à ce que Louis mentionnait tantôt, le coût de ne pas le faire. Absolument. Et puis, on l'a vu, hein, ça prend un certain temps avant que le projet apporte ses résultats. Donc, c'est vrai que dans certaines industries, la demande peut être un petit peu plus basse qu'à l'habitude, mais le fait d'investir va vous positionner, puis vous allez être prêt ensuite, lorsque la demande va augmenter, prêt à capter les opportunités de marché. J'ai une question qui est vraiment intéressante. Je pense, Stéphane, vous allez être bien outillé pour y répondre. Lorsqu'on investit dans un projet de productivité, quels indicateurs concrets recommandez-vous de suivre pour démontrer un véritable retour sur investissement au-delà du simple gain de temps ou de capacité de production? Oh, c'est une très, très bonne question. Ça dépend de dépend de l'entreprise. Mais si on est dans une manufacturier pure et dure, ça peut être des indices, NPS, le Net Promoter Scores qu'on a avec nos clients qui démontrent que les gains de productivité qu'on a fait amener aussi des gains au niveau de la qualité des produits, de la satisfaction en clientèle. Ça peut être nous, on le suit. C'est un indice qu'on suit chez nous qui est important. Juste pour le besoin des gens à la maison, le NPS, c'est un indice de la satisfaction clientèle. C'est une façon de le compter qui est documentée. Il y a une étude, là, des études, en fait, qui ont été faites là-dessus. C'est standardisé. Donc, beaucoup d'entreprises, je pense, là, de moyenne à grande envergure vont suivre ce qu'on appelle le NPS. Je vous laisse poursuivre, Stéphane. Mais évidemment, après ça, les indices de base doivent être maintenus, c'est-à-dire ma cadence, mon coût à l'unité par heure travaillée. On le voit, puis François, je pensais à toi quand tu présentais ton étude. On sait que la productivité au Québec est un enjeu majeur. On est loin d'être bon au Québec par rapport aux autres provinces et surtout avec les Américains. Donc, comment on peut s'améliorer? C'est en améliorant les dollars vendus par heure travaillée dans nos usines qu'on va devenir plus productif, qu'on va devenir plus concurrentiel à l'échelle de l'Amérique du Nord, n'est-ce pas? Ah oui, oui. On est les cancres en matière de productivité du Canada et de l'OCDE. Maintenant, on a des belles opportunités de monter notre jeu d'un cran. Puis ça passe aussi par des investissements des entreprises, puis avoir du leadership comme toi, tu as eu au sein de ta propre entreprise, puis d'être capable de devenir, d'être partout en Amérique. Puis il n'y a pas beaucoup de produits, comme tu disais avant,
avant le webinaire là, qui commence, d'entreprises qui produisent, qui sont partout. Maintenant, c'est possible. Là. Oui, c'est possible. J'aimerais ça revenir sur un point là, que vous avez mentionné, à l'effet que c'est une donnée qui, je pense, va être facile à compter pour beaucoup d'entreprises. On va pouvoir se mesurer en termes de dollars de vente par heure travaillée. Donc, à partir du moment où ce chiffre-là augmente, on a augmenté notre productivité. Donc, c'est vraiment une manière, disons, facile de venir mesurer la performance de nos investissements. Là. Tout à fait. Ce qui peut, si tu permets, Audrey, ce qui peut être intéressant également, quand on parle, par exemple, de nouveaux équipements d'automatisation, bien sûr, on est capable également, dans certains cas, de le faire à l'intérieur de votre espace de pieds carrés que vous avez dans votre usine. Donc, on vient amener des gains de productivité, mais à l'intérieur vraiment de l'emplacement de l'usine. Donc, finalement, on agrandit par l'intérieur. Donc, on augmente également le dollar de vente au pied carré. Je fais du pouce sur ce que tu mentionnes, Louis, pour la prochaine question. Puis ça va résonner, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Peut-on accroître sa productivité sans faire d'investissement massif? Oui et non. Encore une fois, c'est une question. C'est super intéressant comme question parce qu'il y a des gains de productivité qu'on peut faire à l'interne dans nos entreprises par la réingénierie de nos processus manufacturiers. Est-ce qu'on parle ici d'excellence opérationnelle? Bien sûr, bien sûr. Mais il y a une limite à ça. Il y a une limite à ça. Et la limite, c'est souvent le fait qu'on n'a pas d'automatisation qu'on devrait avoir à un certain niveau qui va nous permettre de faire d'autres gains supplémentaires. Fait que oui, ça peut être une première étape intéressante, je pense, de revoir nos processus à l'interne. Des fois, ça peut être tout simplement, excusez l'expression, mais le layout de l'usine qui doit être revu pour être optimisé. C'est déjà des gains. Mais souvent, c'est la première étape qui va vous amener vers autre chose, qui va être l'automatisation un peu plus avancée pour aller chercher des gains supplémentaires. J'aimerais ça faire un petit peu de millage là, sur ce que vous avez mentionné. Donc, l'excellence opérationnelle, de notre côté, c'est toujours ce qu'on recommande avant d'automatiser. Donc, être en pleine maîtrise de ces processus va souvent nous donner un résultat plus intéressant sur l'automatisation, des gains plus rapides aussi. Là, on va pouvoir capitaliser sur nos investissements en automatisation plus rapidement. Donc, si vous préférez attendre un petit peu pour des plus gros investissements, une des premières choses que vous pouvez mettre en place dès maintenant, améliorer vos processus, excellence opérationnelle. Quand on va pouvoir reprendre, vous allez être prêt pour investir directement dans les technologies d'automatisation. Je pense que ça résume bien. Il faut également, Audrey, on l'a dit, quand on fait un projet d'automatisation, on a le goût d'en refaire un deuxième, mais il faut aussi digérer les projets, c'est-à-dire les vivre et puis en profiter également entre les projets pour optimiser son flux de production, donc réduire ses gaspillages. Les activités à non-valeur ajoutée. Fait que ça peut être quand même intéressant de venir combiner l'amélioration de la productivité par les méthodes de travail avant de passer à une phase 2 au niveau de l'automatisation, par exemple. J'ai une question ici qui fait écho un peu à la mise à retraite de vos robots, Stéphane. Est-ce que c'est préférable d'attendre que les machines de production évoluent à une version plus finie et ne pas avoir à changer ces machines rapidement? Votre opinion? Bien, toute une question de notion au niveau du mot « rapidement ». Nos robots avaient 23 ans d'usure, à travailler 3 quarts de travail par jour. On aurait pu les garder encore plus longtemps, dans notre cas, sauf que les coûts d'entretien et la fiabilité des équipements commençaient à nous causer des sérieux maux de tête. Si vous attendez que l'équipement soit parfait, vous allez attendre toute votre vie. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Maintenant, tous les manufacturiers à peu près offrent des équipements qui sont beaucoup plus fiables. Les technologies ont énormément évolué et même au niveau des protocoles de communication avec les équipements, tout ça s'est grandement amélioré dans les dernières années. Je pense que vous n'avez pas besoin d'attendre plus longtemps pour avoir déjà des gains importants dans votre usine avec les équipements qui existent aujourd'hui. Et en cours de route, évidemment, c'est les profits supplémentaires, les gains de productivité que vous allez faire, les clients que vous allez chercher de plus vont vous permettre de générer encore plus de cash flow, vont vous permettre de faire d'autres achats d'équipements et de continuer à maintenir une modernisation de vos usines. Je me permets de faire un parallèle avec peut-être notre vie de tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a attendu que le iPhone 17 sorte pour aller acquérir un cellulaire. Donc, on va les changer de temps en temps, mais ce n'est pas parce que le nouveau sort nécessairement qu'on est obligé d'aller chercher là, la dernière nouveauté.
Je pense que les iPhones, ça résume pour beaucoup de monde. Oui, tout à fait. On vous avait promis qu'on vous libérerait pour 9h30, donc ça va vous permettre là, d'aller vaquer à vos occupations, vérifier la ligne 11, par exemple, ou autre chose. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin. J'espère que vous avez été emballés autant que moi par le contenu qui vous aura été présenté. Rappelez-vous que c'est toujours le bon moment pour améliorer votre productivité, que ce soit par des investissements importants en automatisation ou par des projets peut-être plus modestes qui vont vous permettre d'améliorer votre productivité en excellence opérationnelle. Par exemple, je vous rappelle que vous avez accès directement sur la plateforme à un formulaire de prise de contact. Donc, n'hésitez pas, que vous soyez entreprise, OBNL ou organisme d'économie sociale, à nous contacter pour avoir plus de renseignements sur nos capacités de vous accompagner en financement ou autrement. Vous pourrez remarquer également que l'enregistrement de cette classe de maître-là va être disponible dans les prochaines heures. Donc, vous allez pouvoir la réécouter en famille avec parents et amis pour avoir tous les meilleurs trucs de Stéphane et François pour améliorer votre productivité. Finalement, je vous rappelle que vous allez recevoir un sondage dans les prochaines heures. Je vous encourage à y répondre afin que notre contenu soit toujours d'actualité et pertinent pour vos besoins. Également, je vous encourage à vous abonner à notre infolette pour ne pas manquer notre prochaine classe de maître qui portera sur les perspectives économiques animée par ma collègue Mia Homzi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Mon nom est Audrey Bonin et je vous dis à bientôt.